J'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Ah, je ne sais pas toi, Ludovic, mais moi, cette neige immaculée, ça me donne envie de faire le grand saut dans le Grand Blanc. Je suis entre émotion et excitation, Seb. C'est ça, le ski. C'est ça, le ski. Oui. Enfin, la vue, y a mieux. Sortez les fats, c'est jour de puff. Ouais, c'est quand même pas les fagnes. Et c'est absolument pas la plagne, hein. La plagne. La plagne, comme Jérémy Laplagne. Ok, alors là, Seb, je vais devoir t'expliquer quelque chose. La Plagne en France, en Savoie, une des plus grandes stations de ski du monde. Okay. Ouais, j'ai du mal à figurer. Seb, c'est pas grave. Imagine-toi, des montagnes, hein, plein de neige, beaucoup plus qu'ici, et surtout une multitude d'activités. Quelque chose que tu ne vois jamais chez nous en Belgique. Bon, tu n'es pas convaincu? Eh bien, je te propose de regarder ça. C'est parti, quelques images de la Plagne. Bon, vraisemblablement, Jérémy Laplagne n'a rien à voir avec ça. Rien à voir du tout. Mais ça a l'air sympa. Par contre, ce qu'ils n'ont pas là-bas, c'est un after-ski de qualité à la belge. Ouh, là tu me parles, Seb, dis-moi. C'est ça que je te propose ce soir. Une petite soirée after-ski avec DJ Raphaël Garouda, s'il te plaît, et surtout du gras, de la gourmandise. Et apparemment, Maître Corbeau. Ouh, de Maître Corbeau. Exactement. Fameux dans la région de Namur. Hein. Exactement. J'ai aussi entendu qu'il allait y avoir 2 intervenants de renommée. J'en dis pas plus pour le moment. Ça roule. C'est parti? Je te suis. Ça y est. Pays merveilleux, ceux qui s'aiment vivent à deux. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Ah, regardez-moi ce fromage, ce pinard, cette table comme elle est gourmande, c'est ça l'ambiance after ski. Bonjour Antoine. Salut Sébastien. C'est ça aussi le domaine de Maître Corbeau? Ah bah c'est complètement ça, hein. Tome de Savoie, reblochon, Beaufort, raclette, mondeuse, roussette de Savoie. Donc ça c'est Maître Corbeau, du gras, du plaisir à table, sans prise de tête. Et c'est ça surtout l'after ski. Le ski, c'est quelque chose qui vous manque, c'est quelque chose qui a servi un petit peu de fil rouge à toute votre vie, c'est quelque chose que vous avez l'habitude de pratiquer, mais pas cette période-ci. Ouais, complètement, je suis aussi frustré que tous les skieurs. Avec une maman skieuse depuis qu'elle est petite, un papa gourmand depuis qu'il est petit. On s'est retrouvés en montagne à visiter les petites fromageries, les coopératives, les chalets, à goûter tout ce qu'on pouvait goûter. Et tout ça a amené beaucoup de gourmandise dans ma vie à moi aussi. Et au final, voilà Maître Corbeau qui est en route. Et vous avez même un petit souvenir à nous proposer. J'ai un petit souvenir, ouais. Maman m'a retrouvé un souvenir. Donc j'ai mon deuxième ski pass, hein, donc la saison 92-93, mon ski pass à la plagne. Ouais, maman tenait à ce que je me balade avec. Si on parle plutôt du fromager, Maître Corbeau, c'est quelque chose, vous êtes tombé dans le fromage en fait un petit peu par hasard, mais et puis au fur et à mesure de vos voyages de ski justement, vous avez pu vous constituer une petite bibliothèque de fromage, ou en tout cas un petit panel à exploiter, c'est ça? Bah complètement, parce que même avant d'ouvrir Maître Corbeau en 2010, mon idée c'était d'avoir un petit carnet avec tout ce qu'on goûtait, des petits plus, des petits moins en fonction des dégustations. Et puis grâce à ça, on a construit un comptoir avec plein de fromages différents, avec quelques pinards différents aussi pour agrémenter les bonnes tables. Ah, qu'est-ce que c'est beau, hein, tout ceci. Les skieurs, justement, ils sont confinés chez eux, mais est-ce que pour autant ils arrêtent la raclette et la fondue? Ah ben non, c'est même tout l'inverse. C'est même tout l'inverse. Les skieurs n'ont pas de ski, mais ils amènent à table tout ce qu'il faut pour faire comme s'ils y étaient. Et donc on redouble en raclette, on redouble en reblochon, on vend une quantité de Beaufort incroyable. Les gens sont là, ils ont envie d'être au ski, mais le ski à la maison. Et qu'est-ce qu'on va amener à Ludo, qui nous attend et qui a déjà très très faim? On va lui apporter un petit peu de tome de Savoie, un petit peu de reblochon, une raclette. Et un petit verre. Et un petit verre de roussette, ouais, je t'en prie. Je débouche ceci. Et puis on lui apporte.
Hop, Ludo, Karen, avant toute chose, un bon after-ski, c'est une bonne assiette et un bon verre. Allez, je vous laisse Merci, en Seb. tête à tête. Quel accueil. Karen, à votre santé. Santé. Ils ont des très très bons produits. On les retrouvera tout à l'heure d'ailleurs, le maître Corbeau. Ils ont des très très bons produits. Karen, merci d'être avec nous à l'Afterski. Alors, pour vous présenter peut-être, vous êtes directrice technique de la Fédération francophone belge de ski. Et en plus, parce que ce n'était pas suffisant, vous êtes également coach national de l'équipe des jeunes. Alors, comment est-ce que vous en êtes arrivé là? Parce qu'à mon avis, pour avoir le niveau que vous avez dû toucher la neige dès le premier âge, à mon avis. Ouais, je suis partie avec mes parents en fait en montagne dès toute petite. Mes premières marches, c'était sur la neige, sur les skis. Donc, toutes les vacances de Noël, on partait à la montagne. Et du coup, l'école de ski, faire les stages. Du coup, tu te retrouves en compétition. Il y a un moniteur qui dit elle a du talent. Donc, du coup, j'ai retrouvé un club en Belgique. Et voilà, on est parti avec le club faire des courses, faire des entraînements. Et ça roule. On fait une carrière de Coupe du Monde après. Et dès que j'ai arrêté, ça me manquait quand même. Et l'appel du ski était trop fort. L'appel du ski était là. Donc du coup, directrice technique, c'était assez logique parce que j'avais l'habitude de travailler avec les gens en tant que sportif déjà avant. Et je savais ce qu'on devait faire. Et en coach national, logique, ma passion, c'est le ski. J'ai eu ma carrière. Donc donner mon expérience aux jeunes, c'est ce que je voulais faire. Et l'enseigner, justement, c'était la mission. Et justement, comment ça se passe? Je veux dire, en Belgique, on veut faire du ski. On a l'impression de devoir toujours partir à l'étranger. Comment ça se passe une année de ski avec vous en tant que coach, par exemple? Chez nous, en Belgique, on a aussi des dômes. On en a une à Comines, une à Peer et une à Anvers. Donc la plupart des jeunes qui commencent à faire du ski en compétition, ils attaquent dans un club en faisant des entraînements dans les dômes. Quand ils se retrouvent avec moi en équipe nationale après, ils partent quand même à peu près 100-120 jours par année à la montagne. Donc tous les vacances scolaires et encore quelques semaines pendant les vacances d'école. Donc, ouais. C'est une organisation et les parents doivent à ce moment-là s'arranger. Au niveau de l'école, ça pose rarement de soucis. Vous trouvez des moyens? C'est pas toujours facile, mais c'est un grand devoir pour les jeunes aussi parce qu'ils doivent quand même avoir leurs résultats à l'école aussi. Dès que les résultats ne sont pas bons, ils ne peuvent pas partir en stage. Donc ils sont un peu en compétition et à l'école et sur les skis. Mais c'est bien, ça bouge les jeunes aussi à travailler pour leur rêve. Et alors justement, une année comme celle-ci, un peu particulière, comment est-ce que vous l'avez vécu de votre côté? Est-ce que vous avez dû vous adapter? Est-ce que vous avez participé à moins d'événements ou pas du tout? Oui, avec les jeunes, c'est très compliqué pour le moment parce qu'on tombe toujours, ils sont trop âgés pour être sous les 12 ans pour le moment, mais ils sont trop jeunes pour être sportifs de haut niveau. Donc, au jour d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas partir à la montagne et nos dômes en indoor sont fermés parce qu'on ne peut pas faire de sport en indoor. Donc ils sont vraiment, en ce moment, ils font de l'entraînement physique. À la maison à ce moment-là. Ouais, peut-être qu'ils vont faire du VTT au futur, mais voilà. Et justement, vous avez parlé justement de nos skieurs pros aussi. Oui. Il y a les jeunes et les pros en Belgique. On se situe où? Je sais, j'ai déjà entendu quelques noms justement. On n'est pas si mal en fait en Belgique. Non, pour le moment, c'est vraiment pas mal. Armand Marchand, il tourne très très bien. Mais il y en a qui suivent derrière parce qu'ils sont quand même 7 aux mondiaux maintenant, dont 5 de notre fédération francophone. On attend les résultats avec impatience. Croise les doigts. Ouais. Vous parlez d'Armand Marchand justement. On a été lui poser quelques petites questions. Vous allez voir, on a fait une interview tout chousse et il nous répond tout de suite. On regarde ça ensemble? Ouais. C'est parti. Armand Marchand, 23 ans, d'origine de Team Mystère et skieur alpin pro. Raquette. Et les sièges. Moon boots. Ouais, charentaise. Zakouski. Vin chaud. Boule de neige. Génépi. L'écart. Bonbon. Compétition. Téléski. Fromage blanc. Fromage d'herbe. Les failles. Tessa Worley. Jeux Olympiques.
Let's rock! Extra, merci beaucoup Armand pour cette vidéo. On pense fort à toi, bravo pour tes résultats déjà en Coupe du Monde jusqu'à présent. Et puis bonne préparation des JO. Je reviens avec vous Karen. On arrive tout doucement un peu au bout de notre après-ski ici. Quel conseil peut-être on pourrait donner à quelqu'un qui voudrait s'affilier à la fédération? Est-ce qu'il y a un avantage de s'affilier et comment ça se passe? En fait, l'avantage d'être affilié à la Fédération francophone belge de ski, c'est qu'on a une très bonne assurance, même pour le hors-piste et le sur-piste. Donc, même à l'étranger, valable oui, alors, du même coup, à l'étranger. Donc du coup, ça vaut même pas le coup de juste être en compétition, mais aussi pour les gens qui partent skier une semaine par année, ça vaut le coup d'avoir cette assurance quand même. Donc du coup, le plus facile, c'est d'aller sur le site de la fédération. Et après, il y a toute une liste des clubs. Vous pouvez prendre contact avec un club, voir un peu si c'est un club qui va plus sur le loisir ou sur les formations ou plus sur la compétition, selon ce que vous voulez. Et après, vous contactez le club et pour vous affilier, ça va être facile. Vous l'aurez entendu, pour devenir champion et futur champion justement comme vous l'avez été Karen, mais n'hésitez pas, vous avez le site qui s'affiche en ce moment sur l'écran. Peut-être pour terminer, parce que Sébastien là il est bien entouré avec les bons fromages, on l'a vu, un petit conseil, lui qui n'est pas un grand skieur, un petit conseil pour Sébastien pour débuter le ski. Moi je serais lui, j'irais une fois dans un dôme, juste aller skier un peu là-bas, voir peut-être avec un moniteur pour apprendre un peu plus. Et c'est un avantage quand on part après en montagne, le voyage est plus relax après parce qu'on a les sentiments de ski, de glisse déjà de retour et ça doit être bon comme ça je pense. Sébastien, t'as entendu, il n'y a plus qu'à. Quant à nous, on va retrouver Raphaël Garouda, on le retrouve maintenant. Karen, on attaque. Allez, santé. Santé. Et bonne suite de saison. Merci. Turn it up.
Bon Antoine, il y en a là-bas qui se régalent, qui donnent des bons conseils aussi pour le ski. Mais je vous conseille de reparler produits ici. Et la première question, c'est qu'est-ce qu'il y a autour de cette table? Autour de cette table, il y a tous les grands fromages de la montagne. On va commencer avec une tome de Savoie. Donc là, on est sur une tome de Savoie fermière. Donc chez nous, à la fromagerie, chez Maître Corbeau, le maître mot, c'est le lait cru, les produits fermiers. Donc avoir des vrais fromages qui portent leur terroir, qui respectent leur terroir, qui respectent les artisans, qui mettent les mains dans la cuve pour nous préparer ces belles choses. Donc là, on a une tome de Savoie de montagne qui a l'air assez rustique, qui va avoir des goûts un petit peu d'étable, de ferme. Ça fait parfois peur, mais ça fait des fromages qui portent leur histoire et qui représentent les gens qui les fabriquent. Le goût est aussi lié à l'altitude de pâturage? En fait, chaque terroir va porter un petit peu différentes notes. Et donc, en fonction d'où on se trouve, on va avoir des fromages très différents. Et donc, c'est très intéressant de voir que sur une même tome de Savoie, fabriquée le même jour, avec le même type de lait, de la même manière, mais à deux endroits un petit peu différents, on va avoir des fromages qui vont être radicalement différents, avec des goûts différents. Et c'est pour ça qu'une tome de Savoie n'est pas une autre. Et il faut toujours être curieux de tout goûter pour pouvoir se faire un avis objectif de tous les fromages qu'on goûte. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? Ensuite, on a un Beaufort, donc ça c'est le grand classique à Bourg-Saint-Maurice. On est sur un Beaufort de coopérative. C'est un fromage qui a 8 mois d'affinage, donc c'est les premiers du printemps de l'année passée. On a un Beaufort qui va donner des notes très florales, une pâte bien onctueuse, bien fondante. Ça c'est un peu le roi de la Savoie, hein. C'est vraiment le grand fromage, hein. Ces grandes meules de 40 kg. Le fromage du ski aussi. Le fromage du ski, tout le monde mange du Beaufort au ski. Ensuite, on va en Haute-Savoie avec des reblochons pour vos tartiflettes, pour vos reblochonnades. Là, on a quelque chose d'un peu plus typé. J'insiste sur cette notion de fermier, fabriqué à la ferme. Le reblochon fermier, on le reconnaît parce qu'il a une petite pastille verte. Quand on gratte un peu sa croûte, on voit qu'on a une pastille verte sur le fromage. Ça veut dire que c'est un produit qui est fabriqué à la ferme et c'est très important pour faire vivre les petits fermiers. Et vraiment, j'insiste, c'est très important. Et on termine avec la table gourmande, le roi de la table gourmande, c'est la raclette. La raclette chez fermière. nous, fermière. Tu fais bien de le dire. La raclette fermière, c'est une raclette qui est fabriquée uniquement avec le lait d'un seul troupeau, uniquement à la ferme. Et nous, chez Maître Corbeau, on va essayer de pousser le vice un peu plus loin et proposer une raclette qui est fabriquée uniquement l'été. Et comme on est en été, les bêtes mangent de l'herbe, donnent un lait qui a plus de goût et un fromage qui suit, qui aura plus de goût. Et voilà, on voit qu'elle a une belle allure, qu'elle fond bien et qu'elle sent bon. Et qui régale, en tout cas, les différents intervenants de cette émission. Chez Maître Corbeau aussi, vous avez décidé de vous redynamiser quelque part aussi pendant le confinement, parce que fatalement, le client avait un petit peu plus difficile de venir à vous, mais vous avez proposé des formules un petit peu différentes, une manière aussi d'aborder les choses un peu différente. Tout à fait, donc pendant le premier confinement, on s'est posé beaucoup de questions et c'est comme ça qu'on a créé une boutique en ligne. Nous, on aime bien de vous voir, de vous parler, de vous conseiller et on aime bien le direct quand ça cogne et quand c'est vrai. On a créé une boutique en ligne pour pouvoir toucher un maximum de personnes, servir plus de monde dans des horaires un peu réduits. Et au final, cette boutique en ligne, elle a touché plein de gens, des gens auxquels on ne s'attendait pas. Et donc ça marche très très bien. En plus de ça, on a créé une petite porte à côté de la porte principale de la fromagerie qu'on appelle la bavette, par laquelle les gens viennent chercher leur petite commande en coupant la file, sans faire la file d'attente. Et donc ça a vraiment créé de l'engouement chez nous. Et puis en magasin, vous proposez des packages pour pouvoir goûter différents fromages. Ça, c'est aussi intéressant quelque part. Tout à fait, ça c'est une petite spécialité chez nous. On a un petit baluchon de la semaine qui propose entre 5 et 700 grammes de fromage, toujours composé de 4 fromages différents, de semaine en semaine. Il y a toujours un petit fromage belge, toujours un petit fromage de montagne. Et ça, c'est un petit paquet qui coûte 12 € et qui permet de faire un petit assortiment sans avoir le choix, mais qui convient bien à tous les gourmands et tous les gourmets. Antoine, on repropose un petit baluchon à Ludovic et ses invités? Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça? Allez, impeccable. Allez, c'est parti.
Arrêtez tout. Une assiette vide se remplit et un petit verre se déguste avec sagesse. Attention, Stéphane, Ludo a déjà eu plus que sa part. Seb, je t'avais demandé de ne rien dire, Seb. Stéphane. On ne se voit pas parce qu'il a ses vêtements de ski déjà. Stéphane, merci d'être à l'après-ski avec nous. Merci beaucoup pour m'inviter. Avec grand plaisir. Pour vous présenter, vous êtes le président de la Fédération belge de bobsleigh et de skeleton. Alors, première question avant toute chose. Plutôt team raclette ou plutôt team fondue? Raclette. Raclette, vous? Oui, tout à fait. Alors vous êtes dans mon équipe, moi aussi. Alors, justement, pour expliquer, parce que bobsleigh, skeleton, c'est quoi la différence et expliquez-nous ce que c'est. Ben, bobsleigh, c'est dans un petit cigare. Allez, un petit cigare, un cigare de 2,50 m. Ça pèse 160 kg. On a du bobsleigh de bob à 2 ou bob à 4. Et pour le moment, on a aussi une nouvelle discipline. C'est juste pour les femmes, c'est le monobob. Et le skeleton, c'est ce que vous nous avez apporté ici, justement. Ben, ça, c'est un skeleton pour une personne. D'accord. C'est toute seule dessus, avec la tête devant, les pieds derrière. Qu'est-ce qu'on fait sur le skeleton? On court à côté et on saute avec un... Ouais, tête la première sur le skeleton. Tête première, le pied derrière. Et qu'est-ce qu'on fait? Pour corriger le skeleton, on utilise les épaules, les genoux et de temps en temps, les pieds. On descend à quelle vitesse, la tête en avant, là? Entre le 120 et les 135 km à l'heure. Ok, donc il faut déjà oser se lancer avant de descendre la piste. Vous, pour devenir terminer président, entre guillemets, de la Fédération belge de bob, votre parcours, c'est quoi? Je suis commencé en 1994 du bobsleigh. Je fais du bob à 2, je fais du bob à 4. J'ai terminé les championnats du monde à 8e place. Bravo, merci. Et depuis maintenant 6-7 ans, je suis le président de la Fédération belge. Et dans la Fédération internationale, je suis vice-président. Vous l'avez compris, une pointure qui est avec nous en plateau ce soir. En Belgique, justement, comment ça se passe? Si je veux commencer le bob, déjà, il faut avoir l'idée, parce que c'est pas notre sport national. Comment ça se passe justement pour débuter, que ce soit le bob ou le skeleton? On va tomber nouveau sur l'histoire belge dans le bobsleigh. Dans les années 20, on a eu à Spa-Francorchamps une piste de bobsleigh. Ok. On a fait un championnat international là-bas avec 32 équipes au départ, différentes nations. Et dans les années 40, on a eu des médailles dans le bobsleigh. Avec Max Huben, il a eu des médailles olympiques et championnats du monde. On a l'histoire dans le bobsleigh en Belgique. En skeleton, on n'a pas encore, mais à ce base, on est en train de travailler. On a une jeune fille qui met les mains, qui a 24 ans. Elle a fini cette année aux Coupes du Monde sur une 7e place. Et sur la Coupe du Monde, on espère qu'elle va faire un top 8 et ça peut être super beau. Justement, les entraînements en Belgique, comment est-ce qu'on s'entraîne à l'année? Il y a beaucoup de préparation physique, je suppose, il faut être assez explosif. Je sais pas, j'ai le physique de quelqu'un qui ferait du bobsleigh ou du skeleton? Attention. Du bobsleigh. D'accord. Plus pour le poids et la poussée dans ce cas-là? Pour le poids, oui. Un athlète de skeleton, pour les filles, on parle entre plus ou moins de 70 kilos. D'accord. Pour les hommes, il faut 80. Dans le bobsleigh, les femmes, on cherche pour l'instant, on cherche des femmes pour le bobsleigh. C'est l'occasion justement de lancer un appel. Oui, bien sûr. Vous cherchez dans quelle tranche d'âge et pour quelle catégorie? On cherche pour le bobsleigh des filles, des femmes, n'importe, entre 18 ans et 26 ans, qui sont très vite et ils ont une posture assez dans les 70 kilos. D'accord. Si vous correspondez et que vous avez envie justement de rejoindre la fédération, vous voyez le site web, vous l'avez à l'écran en ce moment-ci. Et puis surtout, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce qu'on se prépare aujourd'hui en Belgique déjà à participer à ces Jeux Olympiques? Et est-ce qu'on a les athlètes nécessaires pour? Pour l'instant, on a une équipe de filles de bob à 2 et aussi le monobob. La pilote, c'est Anne van Nieuwenhuizen. Et on a une freineuse, c'est Sarah Aerts. Il y a des gens qui connaissent Sarah Aerts. Elle vient de l'athlétisme. Elle a fait des Jeux Olympiques à Londres en athlétisme. Et pour la future, pour les Jeux Olympiques 26
à Milan Cortina. On est en train de lancer une nouvelle équipe de femmes, mais aussi si on trouve les hommes assez capables et avec le poids, parce que pour les hommes dans le bobsleigh, 100 kilos, il faut au moins. Et justement, si une petite expérience que j'ai vécue moi-même, par exemple à La Plaine, il propose de descendre la piste de bob dans un bobsleigh avec un pilote professionnel. Alors on peut la descendre soit avec un pilote, soit seul, dans une luge assez spécifique. On atteint dans ces versions-là jusqu'à 120 km/h et 5G dans les virages. Pour l'avoir vécu, c'est vraiment puissant. C'est des sports qui demandent quand même une préparation physique au fil de l'année. Oui, maintenant la saison va être finie à fin février. Ils ont 2-3 semaines de repos et après ils recommencent nouveau avec les conditions physiques, athlétisme, du poids, tout ça. Et une fois au mois de juillet, on commence déjà avec l'entraînement sur la glace. Ah oui, tout à fait. Pour le départ. Parce que là-bas aussi, il y a la coordination entre pilote et freineuse en bobsleigh. En skeleton, c'est nouveau de technique courir à côté d'une skeleton, mais aussi de monter sur le skeleton. Et Stéphane, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin de saison à venir là maintenant? Les meilleurs résultats sur le championnat du monde cette année et bien sûr les Jeux Olympiques l'année prochaine à Beijing. Eh bien, on sera tous derrière vous justement pour vous soutenir. Et en attendant, je vous propose de notre côté, on termine le fromage et le vin et on vous renvoie Raphaël Garouda. Merci beaucoup Stéphane. Merci pour m'inviter. Avec plaisir. Santé. Santé.
Ce qui ne va pas, c'est le planté de bâton. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planté de bâton. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planté de bâton. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planté de bâton. Le planté ou le bâton là. Le planté ou le bâton là. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planté de bâton. Le planté de bâton ne va pas. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planté de bâton. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planté de bâton. Le planté ou le bâton, là. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planté de bâton. Le planté ou le bâton, là. Monsieur Duss, ce qui ne va pas, c'est le planté de bâton. Le planté de bâton ne va pas du tout. Le planté de bâton, ouais. Le planté ou le bâton, ouais. Il a raison, hein, Raphaël. Ah, tu es là? On l'a planté, le bâton. Alors, quel après-ski. Oula, quel après-midi. Ouais, quel chouette moment. On a fait des belles rencontres. C'était super. En plus, Et on méga a bien intéressant. mangé. Oh. Maître Corbeau, une bonne adresse, hein. Exactement. Mais Seb, on va pas se quitter comme ça. Alors, je te propose un dicton. Pas de ski sans Genépi. Belle manière de terminer. Exactement. Merci Allez. pour ce bon moment, Seb. Et santé. Et santé avec modération. Hein. Toujours. Ah, Jérémy.